La complexité de l'histoire sociale et politique de cette région du monde n'est cependant pas le sujet de cette programmation qui honore davantage les nouvelles générations, tout en souhaitant aussi rappeler les obstacles actualisés qu'elles vivent. Donc c'était aussi cette question-là qu'on voulait soulever dans ces conférences. Donc je vais présenter nos conférencières. Tout d'abord, Thuy Nguyen, qui est d'origine française et vietnamienne et qui vit au Québec depuis 15 ans. Elle est docteure en lettres, artiste de la parole et mère de 2 jeunes enfants. Elle partage sa vie entre la baie des Chaleurs et le Bas-Saint-Laurent, et depuis peu, elle est professeure à l'Université du Québec à Rimouski, où elle enseigne en psychosociologie et dans les programmes en art. Donc, je vais la laisser poursuivre et faire sa présentation. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. J'ai compris qu'il y a des étudiants, des étudiantes, des amis, peut-être de la famille qui va arriver. J'ai un cousin qui habite en Suisse et qui a appris hier que je faisais une conférence ce matin. Il travaille à Montréal, peut-être qu'il va entrer. Je suis très très heureuse, très émue aussi d'être ce matin avec vous. Je parlais à l'instant de toi. Bienvenue, Denis. Merci. C'est vraiment extraordinaire là, que cette occasion de retrouvailles familiales. Je suis très touchée. Merci d'être là. En place. Merci à Sophie, merci à Julie pour l'organisation de cet événement. J'ai envie de remercier aussi Kim Phu, la présidente du Centre culturel vietnamien, parce qu'elle m'a invitée en fait à une soirée de poésie à l'automne dernier. Puis c'est ce moment-là qui a permis de me faire vraiment rencontrer la communauté vietnamienne à Montréal pour la première fois. Ça a ouvert beaucoup de portes. Je suis très touchée de ça. Merci. Puis j'ai envie de dédier ce moment à mon père, qui a eu 80 ans le 18 avril, et à tous les Vietnamiens et Vietnamiennes qui sont exilés au Canada et partout dans le monde, mais aussi à tous les exilés. Voilà. Alors, cette présentation aura lieu dans 2 temps. Un premier moment où je vais vous partager en toute intimité un récit de vie, ma trajectoire d'enfant et de femme métisse, fille d'un père vietnamien exilé et d'une mère française, où j'ai grandi en France, puis j'ai choisi de vivre ici au Québec. Puis, dans un deuxième temps, je vous parlerai de ma thèse de doctorat en création littéraire que j'ai terminée en 2020 et qui porte sur la crise de la transmission filiale en contexte d'exil et de post-exil, une thèse que j'ai faite à partir de l'analyse de 4 romans contemporains et l'écriture de mon propre récit, Migrant de filiation, que j'ai intitulé L'empreinte de la tortue. Voilà, puis j'ai des petites photos aussi que je vais vous montrer. Alors voici mon histoire telle que je me la raconte aujourd'hui. On sait qu'il y a plusieurs versions qui changent en fait au fur et à mesure où on comprend des choses. Moi je suis née à Lyon en 1977 d'un père vietnamien et d'une mère française. Mon père, Nguyen Dit Nguyen, puis vous m'excuserez pour la prononciation parce que je ne parle pas le vietnamien, a quitté le Vietnam en 1963 à l'âge de 18 ans. Ses parents l'ont envoyé, lui, l'aîné de la famille, étudier le textile à Lyon afin qu'il échappe à l'enrôlement dans l'armée et qu'il revienne au pays par la suite. Mon père n'a jamais eu le désir de quitter Saigon. Il l'a fait pour répondre à l'ordre de ma grand-mère. Elle pressentait sans doute que mon père pourrait leur assurer un refuge au cas où la guerre ne tournerait pas à l'avantage du Sud-Vietnam. Mon père a toujours voulu rentrer chez lui. La chute de Saigon, le 30 avril 1975, a mis fin à son rêve de retour. Devenu apatride, il a reçu la mission de faire venir les siens sur sa terre d'accueil, ce à quoi il s'est dédié. Seul son père, Van Liu, et son frère Louis sont décédés là-bas. Sa mère, Kim Lang,
ses 2 frères Mi-Inyok, ses 2 sœurs Cam et Nyong, ont pu, grâce à lui et à ma mère, trouver refuge en France et échapper au camp de rééducation. J'ai le sentiment que mon père n'a jamais fait le deuil de son pays. Depuis qu'il est à la retraite, il y retourne, seul, chaque hiver, dans la nostalgie de sa jeunesse perdue. Ma mère, Marie-Claude Moriamé, vient du nord de la France, de Jeumont, près de la frontière belge. Elle aussi a vécu une rupture alors qu'elle avait 13 ans. Un déménagement brutal a amené la famille dans l'est de la France. Elle s'est sentie exilée de ses racines et s'est retrouvée à l'école, aussi isolée que les pieds noirs qui revenaient d'Algérie. Mes parents se sont rencontrés à Lyon, alors que ma mère était étudiante en puériculture et mon père étudiant en médecine après avoir abandonné le textile. Ils se sont mariés en 1976 et je suis née 1 an après. Alors que mon père avait déjà accueilli ses 2 frères, l'arrivée de ma grand-mère, accompagnée de ma tante Cam, donc qui est la mère de Denis, a constitué un tournant dans notre histoire familiale. Mon père retrouvait enfin son clan. J'avais 3 ans, mon frère cadet 1 an. J'ai le souvenir de moments autour de la table, les dimanches chez Mamie Nonog, des formations enfantines de Danoï, où ma famille vietnamienne est toute à la joie des retrouvailles. Ils parlent vietnamien. J'entends pour la première fois des mots que je ne comprends pas, mais qui ouvrent mon imaginaire. Je me régale de tous ces mots. J'ai le souvenir aussi d'une grande tension entre ma mère et mon père. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents n'ont jamais abordé la question de l'interculturalité et du métissage, alors qu'ils portent 2 cultures tellement différentes. Ma mère voulait vivre son rêve d'amour avec mon père et construire sa famille. En accueillant la famille de mon père, elle a dû s'adapter à une culture qui n'était pas la sienne, faire des compromis, sans toujours se respecter, ce qui lui a fait vivre des frustrations. Sur la photo, on voit ma grand-mère, et à gauche, on voit ma tante Cam, donc la mère de Denis. J'avais jamais vu cette photo. T'as vu, hein? Non, j'avais jamais vu cette Tu photo. vois? Fallait vraiment que tu viennes, ça m'entend. Mon père accomplissait, lui, sa mission d'aîné, avec toute la piété filiale et le respect envers sa mère. J'imagine qu'il vivait aussi la culpabilité de ne pas avoir été présent pour sa famille, alors qu'il étudiait en France, dans un pays en paix, la culpabilité du survivant. J'ai grandi dans cette tension, déchirée entre ma mère et mon père. J'avais l'impression d'être le trait d'union entre eux, de tout faire pour les tenir ensemble. Je vivais un conflit de loyauté. Si j'étais fidèle à ma mère, je trahissais mon père. Si j'étais fidèle à mon père, je trahissais ma mère. Mon père était très investi dans son travail d'obstétricien. J'étais donc plus proche de ma mère, je dirais même fusionnelle, et je percevais toutes les blessures qui l'habitent. Celle de ne pas être vue et reconnue pour ce qu'elle accomplit au quotidien, celle de ne pas se sentir choisie en premier, de passer après les autres, après le clan de mon père. À l'âge de 18 ans, j'ai fait mon premier voyage au Vietnam avec mon père. J'avais soif de découvrir mes racines, ou plutôt les siennes. Ce voyage a été éprouvant. Il n'était pas rentré depuis plus de 15 ans et il ne reconnaissait pas son pays, qui était encore séparé à l'époque en 2. Donc là, il découvrait en même temps que moi le Nord comme la baie d'Alors. Quant à moi, bercée par les romans de Duras et les films comme Indochine, j'avais une vision coloniale du Vietnam qui n'avait rien à voir avec le pays que j'ai rencontré en 1995, peu ouvert encore aux touristes. Dans l'écart entre ce pays rêvé et ce pays réel, comme dirait Édouard Glissant, je me sentais perdue, étrangère. J'étais vue aussi comme une étrangère. J'ai grandi dans cette difficulté d'être moi-même, tentant de répondre aux attentes de mes parents, exceller en tout, ne pas se faire remarquer, s'intégrer, tout en étant consciente d'une quête profonde, d'un appel de mon âme que je ne pouvais pas identifier précisément encore. J'ai fait une classe préparatoire en lettres. Bonjour, bienvenue, prenez place. J'ai poursuivi des études en littérature à l'université par une maîtrise, obtenu mon CAPES, un concours national pour enseigner, et démissionné de l'éducation nationale avant même d'avoir enseigné. Puis, après ces années intenses de travail intellectuel, je suis revenue à mon corps. J'ai réalisé un cursus en somato-psychopédagogie pour travailler sur le corps sensible et accompagner les personnes dans leur transition de vie. Je suivais un appel sans parvenir à attraper le fil rouge de ma vie. Je me sentais morcelée, flottante.
À l'âge de 31 ans, j'ai rencontré à Paris, lors d'une formation continue, Jeanne-Marie Ruguera, femme d'origine rwandaise, professeure en psychosociologie à l'Université du Québec à Rimouski. Alors que j'entamais une rupture amoureuse après 11 ans qui bouleversait tous mes projets d'avenir, j'ai décidé de venir à Rimouski pour prendre du recul sur ma vie et voir comment Jeanne enseignait les relations humaines à l'université. Ces 10 jours passés en tant qu'auditrice libre dans la communauté psychosociologique m'ont convaincue de revenir étudier ici. Ma vie en avait profondément besoin. Quelques mois plus tard, en janvier 2009, me voici donc inscrite au bac en psychosociologie auprès de Jeanne. Moitié Hutu, moitié Tutsi, Jeanne s'y connaissait en matière de métissage fratricide. Elle m'a aidé à comprendre mon déchirement intérieur et à mettre des mots dessus. J'ai senti la nécessité d'une réconciliation entre deux parties de moi et la possibilité d'un rapatriement. Jeanne m'a aidé à voir la dynamique à l'œuvre dans le couple mixte de mes parents, certes le choc de deux cultures, l'une plus individualiste, l'autre plus communautaire, mais aussi le rapport de domination entre pays colonisateurs et pays colonisés. À travers les cours du bac, notamment celui du roman familial, j'ai pu me décoller du regard de ma mère sur mon père et accéder à mon propre regard sur lui. J'ai eu du cœur pour sa trajectoire d'exilé qui n'est jamais totalement arrivée en France, malgré son apparente intégration et sa réussite sociale. Mon changement de posture a modifié ma relation avec mon père, à qui j'ai écrit une longue lettre, mais elle a modifié aussi toute notre constellation familiale. Mes jeunes frères et ma mère sont allés au Vietnam pour la première fois découvrir le pays de bas. 2 ans après la fin de mon bac, j'ai commencé un doctorat en création littéraire. Mon père m'a invité à revenir au Vietnam pour rafraîchir mes souvenirs du pays. La rencontre avec mon père a eu lieu à ce moment-là. Depuis ce voyage fondateur et ma thèse de doctorat, j'ai le sentiment que tout est rentré dans l'ordre. Je me suis rapatriée, réalignée avec mon âme. J'ai rencontré mon conjoint et j'ai eu 2 enfants. Le Québec est devenu ma terre d'accueil. Je suis devenue artiste et professeure. Aujourd'hui, j'ai la sensation que mon métissage n'est plus un déchirement, mais une richesse que je peux offrir au monde. À l'université, j'habite ma posture singulière de recherche en première personne et de création. J'habite une parole réconciliée qui aide à habiter les entre-deux, qui favorise la rencontre et le dialogue et qui relie les communautés. Au cours de mon parcours artistique, j'ai découvert le Kassala, un poème de célébration, originaire d'Afrique subsaharienne et qui m'a été enseigné par le professeur Jean Kabuta, un poème que je pratique et que je transmets aussi à mes étudiants. Il s'agit d'un poème récit qui inscrit la personne dans sa lignée, son territoire, son histoire et ses liens, et qui ouvre à la gratitude et à la célébration du vivant. Je terminerai cette première partie par un extrait qui se trouve au tout début de mon Kassala. Je suis Thué Aurélie, docteur en création. J'écris sur la migration et la filiation. Depuis toujours, je suis bouleversée par les origines perdues, les pays arrachés, les pages tournées trop vite, les enfances grandies trop tôt. Depuis toujours, je suis bouleversée par la mélancolie de mes ascendants, soleil noir qui tourne sur lui-même sans jamais se trouver car l'origine s'est perdue en chemin. Je cherche la joie, pour eux, pour moi et pour celles et ceux qui viendront après moi. Je cherche le passage qui permet de sortir de la honte et du ressassement, de passer du ressentiment au consentement, de la revendication à la gratitude. Je cherche l'étincelle qui va remettre le feu aux poudres et animer ce qui s'est figé de toute éternité. Voilà pour cette première partie, donc récit de vie, récit trajectoire de vie. En m'écoutant là à l'instant, je me disais à quel point passer par cette rencontre avec l'Afrique finalement, avec le Rwanda et puis Jean Kabuta qui vient du Congo, passer par cette médiation permet parfois de mieux revenir à ses origines, à soi. C'est vraiment intéressant ce détour finalement que j'ai fait par l'Afrique pour comprendre l'histoire de la colonisation. Voilà. Puis je nommerais aussi que ça va faire le lien avec la suite, avec la présentation de ma thèse. Qu'est-ce que je pense dans l'héritage que j'ai reçu de mon père, c'était beaucoup le silence, c'était beaucoup les non-dits. On sait à quel point c'est difficile d'aller questionner
nos parents qui ont vécu l'exil, comment c'est sensible, comment c'est délicat, comment il faut y aller. À la fois on a soif de savoir, puis en même temps ça demande beaucoup d'humilité. Fait que je pense que c'est pour ça que je me suis mis en chemin, c'est pour apprendre, c'est pour comprendre, c'est pour imaginer aussi, grâce à l'écriture d'un récit, qui est à la fois au jeu, et il y a certains fragments aussi que j'explore au-dessus, et puis d'autres où je l'imagine, mon père, lui, avant de partir en France. Et voilà, c'est surtout ce poids du silence et des non-dits que j'ai subi longtemps, et puis finalement où je me suis dit, comment faire pour déjouer ça, tenter de trouver des réponses, d'aller chercher des éléments, des pistes, puis en même temps d'en imaginer aussi. Voilà, ça va jusqu'à présent, vous me suivez? C'est la partie un peu plus lue. Puis là, pourquoi un doctorat en littérature, en recherche-création, après une maîtrise en littérature, mais en même temps un bac en psychosociologie, puis une formation avec le corps sensible? Longtemps, je me suis demandé si tout était un peu éparpillé, mais finalement, il y a comme un fil et une trajectoire qui s'est dessinée de manière cohérente. Pour moi, la littérature, c'était la voie de passage pour m'adresser à ces questions, toutes ces questions qui m'habitaient à la fois sur le plan existentiel et intellectuel, par rapport donc à l'exil, à la migration, à la filiation, à la transmission. J'avais besoin de la parole de l'autre qui a fait cette expérience de l'exil ou du post-exil pour me donner à ma propre expérience. Donc l'expérience de lecture était une voie pour atteindre ma propre parole. Lire et analyser me permettait de m'éduquer sur ces questions du métissage, de la filiation. Un petit mot sur le post-exil. Le post-exil, il y a deux acceptions de ce mot-là. C'est d'abord le fait de rentrer au pays après l'exil et de voir comment on s'y trouve, comment on s'y sent, comment on se situe. Puis c'est aussi le fait d'être les descendants d'exilés. Donc de porter la mémoire, de porter des émotions, de porter des choses qu'on n'a pas vécues, mais qui sont transmises à notre insu, parfois consciemment, parfois inconsciemment, mais qu'on porte dans nos cellules. Donc moi je me rendais compte que je portais par exemple une tristesse que j'avais du mal à identifier, mais que j'ai identifiée après comme une forme de mélancolie liée au deuil que mon père n'avait pas fait d'avoir quitté son pays. Alors Alexis Mousse, en 2015, qui s'est beaucoup penché sur l'exil, le post-exil, écrit « On peut aujourd'hui avoir la nostalgie d'un pays que l'on n'a jamais connu, éprouver le manque d'une langue que l'on n'a jamais parlée. » Marianne Hirsch aussi, 1997, définit, elle, la post-mémoire, la transmission générationnelle d'un traumatisme aux descendants. Je me suis rappelé que quand j'ai fait une conférence à l'UQAR, c'était l'organisme d'accueil-intégration qui nous avait demandé, à moi, métisse, et à un ami, Ludo, qui était métisse aussi, franco-vietnamien, d'animer une conférence sur le Vietnam. Et ça m'a fait traverser des moments émotionnels que je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Par exemple, je suis arrivée dans la salle et la dame avait affiché le drapeau du Vietnam, le drapeau communiste. Je suis arrivée dans la salle et j'ai presque fait un malaise. Je n'ai pas pu parler, en fait, je lui ai demandé d'enlever le drapeau. Je trouvais ça vraiment disproportionné. Mais c'est comme si le fait de... Je me suis replongée évidemment dans l'histoire, je suis allée chercher des livres, donc j'ai plongé dans des récits évidemment, mais je ne l'ai pas vécu. Par contre, émotionnellement, physiquement, je ressentais la charge que je porte de cette histoire-là. Et c'est un petit peu ça que je trouve passionnant. Alors, donc je me suis, moi, intéressée à la production littéraire contemporaine. Et durant la rédaction de ma thèse, j'avais constaté que la production littéraire, tant sur l'exil que sur la filiation, était toujours empreinte d'une forme de négativité. Donc la production littéraire sur la filiation, c'est ce qu'on appelle les récits de filiation, qui ont été beaucoup théorisés en France depuis la fin des années 80. Et ce récit de filiation, c'est Annie Ernaux, par exemple, Pierre Bergogneau, Gérard Massé. Le récit vient d'un trouble de l'origine ou de la transmission.
Le sujet contemporain se sent redevable d'un héritage dont il n'a pas pris la mesure et qu'il cherche à comprendre. Il se met en quête de ses ascendants, empruntant un détour nécessaire pour parvenir à soi. On dit que le récit de filiation, c'est un récit de l'antériorité plutôt que de l'intériorité. Donc on remonte à ses ancêtres, on en fait le récit pour tenter de se comprendre. Le récit peut prendre la forme d'une enquête, mais ce que je constatais, c'est qu'il finit souvent dans une impasse. En fait, il révèle l'héritage problématique du sujet contemporain dans un monde où la transmission générationnelle a été rompue. Et souvent, les narrateurs sont taraudés par la tristesse, par la honte, par la mélancolie. Ils habitent difficilement le présent, tant ils ressassent un passé qui ne passe pas. Voilà, donc l'exil, les écritures migrantes d'un côté, le récit de filiation d'un côté, et de l'autre, eh bien, tout ce qui était écriture migrante au Québec, théorisé au Québec depuis la fin des années 90. Et là aussi, je trouvais que la négativité était tout le temps attachée à l'origine perdue. Les thèmes du déchirement, du déracinement, le deuil, la nostalgie, l'isolement, les romans finissaient eux aussi très souvent dans une impasse. Par ailleurs, j'avais constaté que les deux thématiques étaient aussi étudiées séparément, mais peu croisées ensemble. Donc on étudie soit la difficile transmission de nos ascendants à nous-mêmes puis à nos descendants, soit les difficultés liées à l'exil, mais que ces deux problématiques étaient rarement croisées ensemble. Moi, mon intuition, c'était que l'exil et le post-exil peuvent être de possibles initiations, donnant lieu à de véritables métamorphoses, ce que je voyais peu apparaître. Je ne voulais pas nier la difficulté, le défi, l'enjeu, les traversées existentielles, évidemment, avec toutes les thématiques qui étaient évoquées et les écueils, mais par contre, je voulais montrer par mon expérience, puis par les livres que j'ai trouvés, qu'il est possible de traverser ça, d'en faire quelque chose, de se réinventer, de se renouveler à travers l'exil et cette crise-là. Alors pour m'accompagner, j'avais choisi 4 compagnons ou compagnes de route pour faire face à mes questionnements sur le plan existentiel et intellectuel. Je tiens à dire que depuis 2020, date où j'ai déposé ma thèse, il y a d'autres livres qui sont sortis, surtout à la fin de cette période, ou après, et qui pourraient tout à fait enrichir ce corpus. Je pense notamment à Là où je me perds de Caroline Dawson en 2020, qui est vraiment une perle sur cette thématique-là qui croise filiation et transmission. Alors évidemment, il y a Rue de Kim Thuy qui fait le choix délibéré de la gratitude, le choix radical, j'ai envie de dire, de la gratitude et de l'émerveillement. Je n'ai pas besoin de présenter Rue, qui a eu un grand impact dans ma famille aussi. Je ne sais pas si tu sais ça, Denis, quand j'avais rencontré Kim Thuy, que ma mère avait fait circuler le roman dans la famille et que notre oncle Nyoc l'avait lu. Lors d'une réunion familiale, il s'est mis à raconter sa propre traversée à partir de l'échange qu'on a eu. Oui, ça, je me rappelle. Et ça a été un moment vraiment fondateur qui fait partie des fragments que j'ai choisi de mettre dans mon recueil, dans mon récit. Mais oui, le récit de mon oncle, alors qu'on parle très peu dans la famille, puis les hommes encore moins, fait que ce livre a ouvert beaucoup de choses pour moi. Il y a aussi L'énigme du retour de Dany Laperrière, en 2009 également, S'ouvrir au mystère, accueillir l'impensable. Lui aussi, le roman ouvre en fait sur la mort, l'annonce de la mort du père, et il va revenir, il va aller aux funérailles aux États-Unis, puis après, il va accompagner l'âme de son père au pays vaudou, finalement, en Haïti. Donc, post-exil, revenir au pays après une longue absence, et puis en même temps être le descendant de son père exilé qui s'est jamais remis de ça. Lumière de Pointe-Noire, Alain Mabankou, 2013, reconnaître l'ambivalence de l'exilé et vivre avec ses ombres. Pareil, il revient au pays, donc post-exil, après la mort de ses parents, et il rencontre toutes les difficultés qu'on vit au retour finalement, de plus se reconnaître, de penser qu'on va retrouver le pays, les gens tels qu'on les a laissés, alors que non, l'écart s'est fait de par l'exil. Et enfin, la balade d'Ali Baba de Catherine Mavrikakis, qui commence aussi avec la mort du père et l'injonction du père qui apparaît en tant que fantôme pour que sa descendante, sa fille, fasse quelque chose avec ses cendres.
parce qu'il est pris sous une dalle de béton dans le cimetière de Mont-Royal. Et lui, c'est un nomade, c'est un exilé, et il étouffe, et il apparaît sous la forme d'un fantôme à sa fille. C'est magnifique ce roman, pour lui demander de faire quelque chose de ses cendres. Voilà. Donc, un cadre théorique interdisciplinaire à la croisée à la fois des études littéraires, avec le récit de filiation écriture migrante, des éléments de sociologie, puisque je parle de migration et d'exil, des éléments d'ethnologie aussi, avec l'étude des rites de passage, de la ritualité, mais aussi le souvenir des morts, et puis à la croisée de la philosophie, puisque j'ai travaillé avec les notions de communauté, de généalogie aussi, de transmission. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Approche méthodologique, alors j'avais mon volet recherche évidemment, où j'ai étudié donc, ces 4 romans, avec... sous la loupe de la narrativité, donc essayer de suivre les trajectoires des narrateurs et narratrices en cherchant à comprendre les transformations qui s'opèrent en eux à travers la double crise qu'ils traversent de la transmission filiale en contexte d'exil. Et puis en même temps, le volet création. Donc une écriture résolument en première personne, une démarche autobiographique et l'écriture de moments intenses, j'en reparlerai tantôt, qu'on appelle aussi les kairos, donc des moments significatifs dans ma trajectoire. Mon processus de recherche-création, donc pour résoudre mes énigmes intérieures, j'ai fait ce petit schéma. Donc j'arrive habitée par ces questions sur l'exil, sur la filiation, la transmission. Je me plonge dans la lecture de ces 4 romans et puis d'autres lectures évidemment en résonance, qui résonnent avec mon vécu. Ça me donne une expérience de herméneutique d'interprétation et d'analyse des romans qui me permettent de naître à ma propre parole par la voie de création. Donc ça a été toujours une espèce d'aller-retour entre les romans, l'écriture, les écrits théoriques évidemment, et puis aussi mes voyages, puisque ça a été un peu mon terrain de recherche pour l'écriture de ce récit. Les voyages au pays de mon père, il y en a eu trois moments fondateurs. Le premier, c'est 1997, comme je l'évoquais tantôt, que j'ai appelé l'écart entre pays réel et pays rêvé. Donc c'était comme la petite fille française qui arrive et qui est en choc culturel complet. Le deuxième, c'est la rencontre en 2015, où j'ai eu vraiment cette rencontre-là et ce tournant, après tout le travail que j'avais fait pour sortir du regard colonisé finalement de la française sur mon père iranien. Et puis le troisième voyage en 2017 que j'ai appelé Préparer le terreau, parce que j'avais rencontré mon conjoint et j'étais enceinte de mon garçon. Puis c'était important pour nous d'aller au Vietnam avec mon père pour nous baigner finalement dans ses origines à lui, dans la terre de mes ancêtres. Puis j'avais pas prévu, mais ma mère a voulu y aller, puis ma belle-mère aussi. Fait que ça a été un voyage, je dirais, assez intense. Je voulais y aller avec les hommes de ma vie, mais les femmes aussi, nous aussi. Ça a été très intense, mais je fais l'hypothèse que ça a fait rencontrer nos deux familles. Je me sentais évidemment le trait d'union entre les 3 cultures. C'était vraiment pas évident, mais c'est ça. Je fais l'hypothèse que ça a nettoyé quelque chose aussi pour accueillir notre premier enfant. Voilà quelques photos de ce voyage, la Véda longue, que vous connaissez peut-être, et qui s'est trouvé dès le début en résonance avec le BIC, ma terre d'accueil. Je ne sais pas si vous connaissez le BIC, à côté de Rimouski. Quand j'ai vu le BIC pour la première fois, j'ai été saisie d'une émotion intense. J'avais l'impression de retrouver la sensation de ces îles-là. Évidemment, ça n'a rien à voir là. C'est la Véda longue. Ouais, c'est pas la même température. Le vent du fleuve, je suis capable. Mois d'avril, mai, c'est dur. Ouais. Ah, je sais pas si vous avez vu aussi ce film incroyable qui s'appelle 14 jours, 13 nuits. Oui. Oh mon Dieu. 12 nuits. 12 nuits. Et qui fait aussi ce parallèle incroyable entre le BIC et le Vietnam, et qui porte sur la transmission filiale. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est un film québécois, c'est vraiment sublime. C'est sur le deuil aussi, très très beau, et sur l'adoption. Voilà, faire la paix avec l'histoire, c'était comme me confronter au réel, me mettre à l'épreuve de l'histoire, par exemple aller visiter le musée des vestiges de la guerre à Saïgon, essayer de me coltailler avec ce réel-là
que j'avais évité aussi parce que je suis une personne hypersensible et des fois ça me mettait dans des états assez intenses. J'ai enfin la présence de la spiritualité et la force des rites qui m'habitent et qu'en allant là-bas, au Vietnam, j'ai vu d'où ça venait finalement. J'ai compris comment cette présence du sacré, d'où elle vient, pourquoi elle est si forte en moi. Et que ça a été 3 grands voyages. Et pour revenir à ma thèse, les voies de passage, et là, je vous offre un petit peu les pépites, là, parce qu'on n'a pas le temps de passer à travers la thèse, mais juste vous offrir quelques pépites des fruits, de la récolte de cette thèse-là, pour moi, ça a été mais comment on fait pour sortir? Comment on fait pour sortir de cette double crise de la transmission filiale en contexte d'exil ou de post-exil? Et puis d'éviter aussi les écueils, ce que j'ai appelé du déracinement, de l'errance. Moi, j'ai été très inspirée par les travaux de Shmuel Trigano, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a écrit Le temps de l'exil en 2001, et qui présente l'exil comme une expérience singulière qui dévoile l'illusion que constitue l'origine et l'enracinement. En l'arrachant de ses assises, l'exil révèle à l'homme la fragilité de sa condition et le pousse vers un nouveau commencement. L'exilé vit d'abord une expérience de la perte, de la disparition, mais à partir de cette expérience, il peut soit se perdre, soit commencer une transmission à venir. Et Trigano identifie 3 figures. La figure du déraciné, qui reste fixé à son origine sous l'emprise de ses racines, empli de nostalgie. La figure de l'errant, qui juge que toute demeure est impossible puisqu'elle a été brisée une fois et qui erre dans une sorte de désespoir proche du nihilisme. Et enfin, la figure de l'exilé, qui pour lui consent à se dépouiller de ses attaches et de ses ancrages extérieurs. Et j'ai trouvé ça très très beau là. Et dans les romans, on voyait vraiment très clairement des figures de déracinés, des figures d'errants, comme le père par exemple de la narratrice dans la balade d'Ali Baba, et puis des figures d'exilés, comme la narratrice chez Kim Thuy, qui parvient finalement à se réinventer. Voilà. Pour les voies de passage. Donc d'abord, la première, c'est la ritualité. La ritualité, j'ai vu que dans les 4 romans, il y avait vraiment la présence de rituels très importantes, que ce soit le bain, la lecture, la sieste ou le sommeil chez la ferrière, que ce soit la cuisine, évidemment, je n'en ai pas parlé, mais à quel point la cuisine est importante dans la culture vietnamienne, comment moi c'est une des choses qui m'a le plus imprégnée finalement, puisque la langue n'a pas été transmise, mais le goût pour la cuisine. Je ne cuisine pas vietnamien. Quand on me lit, tout le monde pense que je cuisine vietnamien et veut manger chez nous. Je dis, je suis désolée, j'écris sur la cuisine, mais je ne cuisine pas. J'adore, par contre. Et puis l'écriture chez ma banque. Donc différentes formes de rituels et qui m'ont fait découvrir, à travers ma propre expérience, l'expérience des narrateurs, que toute demeure est d'abord intérieure, donc elle passe par le corps, et qu'il est possible d'inventer des gestes qui renouent avec la tradition du pays natal tout en la renouvelant. C'est toujours cette espèce de tension entre la tradition, la transmission de cette tradition, puis en même temps la transgression, d'être capable de s'approprier aussi ces gestes rituels et d'en faire quelque chose, de les renouveler en fonction de qui nous sommes. Et enfin que même intime et solitaire, parce que souvent il y a des rituels très... on pense rituel, on pense communauté, c'est vrai que c'est aussi une définition, mais j'ai trouvé beaucoup de chercheurs comme Denis Geffray qui disent que la ritualité peut être aussi très intime et solitaire, mais même quand elle est intime et solitaire, elle vise à retrouver la communauté dont le sujet s'est éloigné. Ça m'a beaucoup touché cette chose-là. Voilà. Donc, ritualité pour sortir de cette crise et les communautés. Les communautés, c'est ces affiliations, ces solidarités, ces appartenances qui se détachent de nos racines plutôt verticales, mais là pour un déploiement plus rhizomatique, horizontal. Ça peut être des affiliations intellectuelles, ça peut être des affiliations sororales, militantes, spirituelles, mais sortir de l'arbre généalogique tel qu'on se le représente pour aller vraiment inventer, créer de nouvelles communautés. Pour
pour retrouver sa lignée, il faut créer des filiations autres que généalogiques qui se détachent des modes de transmission traditionnels. Et puis le philosophe Roberto Esposito aussi, que j'ai particulièrement apprécié dans cette question de la communauté, qui postule que la communauté repose non pas sur la propriété, le propre, quelque chose qu'on a en commun, mais plus sur un manque, une incomplétude, qui fait qu'on est dans une forme de fragilité et que ça entraîne la nécessité de se relier. Donc ça entraîne de nécessaires relations à aller chercher, à construire une solidarité. Il fait un très beau travail sur le don, Esposito. Voilà. Mes révélations. Oh, quelque chose qui m'a énormément touchée et qui résonnait évidemment beaucoup avec tous les questionnements que je porte en lien avec mon père, par exemple. Je voyais dans les 4 romans que les post-exilés, donc les descendants, ont à résoudre les deuils inaccomplis de leurs parents. Essentiellement Sachez la Ferrière et Marie Laquies. Comme si l'exil privait les ascendants des rites funéraires de leur pays natal. Et qu'il revient donc en quelque sorte aux descendants d'accompagner l'âme de leurs parents morts en exil. C'est vraiment très mystérieux comment ça se passe chez la Ferrière, comment il va frapper à la porte de son père aux États-Unis, qui ne lui ouvre jamais la porte, qui est comme devenu presque fou dans son isolement. Puis finalement, à sa mort, ben oui, il va aux funérailles à Brooklyn, mais l'essentiel du récit se porte sur le retour en Haïti, le retour au pays vaudou, tout ce qui se passe pour symboliser la mort du père au retour, pour le vivre avec la famille aussi. Donc il y a des gestes à poser, que le pays d'accueil ne peut pas faire, ne sait pas faire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si, dans les romans, après, moi j'ai la chance d'avoir mes parents vivants, mais j'ai des questions aussi, même par rapport à ma grand-mère vietnamienne qui a été enterrée dans une banlieue parisienne à Puteaux, alors que son mari, ses cendres reposent dans une pagode à Saigon, puis son fils aussi. Et quel sens ça fait? Là, pour elle, c'était important parce que ses enfants étaient proches, mais le jour où ils ne seront pas là, ils ne seront plus là, qu'est-ce que ça fait comme sens pour elle d'être enterrée dans la banlieue parisienne? Je ne sais pas. C'est des questions que je porte, j'ai aucune réponse, évidemment. Mais ça m'a touchée de voir ça dans les récits. Donc, habiter le monde après l'exil, le post-exil, c'est enterrer ses morts en les replaçant dans la cosmogonie à laquelle ils appartiennent. Avec mon père, la discussion commence à s'ouvrir doucement. Il a confié à mon frère qu'il aimerait reposer au Vietnam. Mais c'est encore très très timide. C'est pas officiel. On va voir comment ça se joue. Renouer avec les rituels de ses ancêtres. En revenant d'une retraite de rédaction de ma thèse, j'ai eu l'intuition de faire un hôtel des ancêtres chez nous. Et mon père, à ce moment-là, était au Vietnam. C'était la pandémie. Et au lieu de passer 3 mois, comme il le fait chaque fois depuis qu'il est à la retraite à l'hiver, il a été pris là-bas 6 mois. Puis toute ma famille, mes frères étaient super inquiets. Puis ils disaient, on fait tout seul, puis là, s'il y a quoi que ce soit. Puis on t'avait prévenu, il fallait que tu rentres avant la fermeture des vols internationaux et tout. Moi, j'avais l'intuition que mon père était tellement content, tellement heureux. C'est comme s'il rejouait quelque chose. Il venait prendre soin là, de son pays après tout ce temps. Il y avait vraiment quelque chose de très symbolique. Mais bref, je l'ai appelé et je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais m'aider à faire un hôtel des ancêtres à la maison? Fait qu'il a trouvé 2 chandeliers en bronze, il a trouvé un porte-encens, puis une statue de la déesse Kuan-Yin, la déesse de la compassion, qui est très importante pour notre famille. Et puis moi, j'avais trouvé aussi des objets rituels quand j'y étais allée, et j'ai pu faire ça. Fait que mes enfants peuvent danser, jouer sous le regard de leurs ancêtres. Je trouve ça très bien. Voilà. Donc devenir à mon tour le maillon d'une chaîne de transmission. Puisque pendant la thèse, je suis devenue mère de 2 enfants et j'ai pu habiter pleinement ces questions. Voilà. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est, ça va.
discussion. Avec la discussion. Bon. C'est bien ce que je pensais. Un mot sur l'empreinte de la tortue, puis je vais vous en lire peut-être un extrait. Donc, comme je vous le disais, un récit, 24 fragments qui ne sont pas chronologiques, qui retracent mon parcours. J'ai utilisé une approche phénoménologique du je me souviens, donc des moments, soit du quotidien, soit des moments de retournement, des moments un petit peu choc, où j'ai l'impression que c'est mon regard qui a changé, que j'ai été percutée dans mon identité. Tu n'es pas celle que tu crois. Dans ces moments, mon être, ma direction s'est infléchie, ma compréhension de moi s'est éclairée. Ouais. Un extrait peut-être, vous les Occidentaux. C'est un moment où je reviens, j'habite au Québec, puis je reviens en France. Puis mon père, j'ai plein de questions sur l'histoire de mon père, puis je suis un peu directe avec lui. Puis j'oublie, je manque de délicatesse, je pense. Et soudain, ces mots, ils s'adressent à moi, vous les Occidentaux. Je suis tétanisée par la violence de la charge. J'ai l'impression d'être pulvérisée. Comme si ce que j'avais tenté de rassembler tant bien que mal depuis l'enfance pour me fabriquer une identité explosait en minuscules parties. Ma matière, mon corps, mon socle, mon histoire, le visage que je présente au monde, tout cela désintégré par ces trois mots de mon père, vous, les Occidentaux. Je vois ce geste. De sa main, il me repousse loin de lui. De sa main, il me bannit. J'entends, nous ne faisons pas partie du même clan. Ma famille, c'est ma famille vietnamienne. Mes frères, mes sœurs, ma mère. Et nous, on est qui alors? Et moi? Les mots de ma mère me reviennent. Il voulait retourner dans son pays, il m'avait prévenu quand on a commencé à se fréquenter. Et puis le 30 avril 1975, quand les communistes ont pris Saigon, il ne pouvait plus rentrer chez lui. Il n'avait plus de pays. Dans ma tête d'enfant, j'en avais déduit bien des choses. S'il avait pu, le jeune homme qui était mon père serait rentré. Il se serait marié avec une Vietnamienne. Et moi, je ne serais pas là. Je n'étais pas son premier choix. De la matrice à laquelle je tentais d'appartenir, je suis expulsée brutalement. Mon père me reproche d'être qui je suis. Il me parle comme si je lui étais étrangère. Je vois se dessiner entre nous une frontière infranchissable, celle de la colonisation. Il est ce Vietnamien qui n'est jamais vraiment arrivé sur la terre française. Je suis cette Française née en France et qui a vécu jusqu'à aujourd'hui. Oui, je suis une occidentale. Comment pourrait-il en être autrement? Je fais vite. Je finis par un autre extrait qui s'appelle L'aéroport et qui est le deuxième voyage. Les moments précieux de mon séjour s'égrènent comme des perles. À Saigon, je me recueille avec toi, à la pagode, devant les cendres de mon grand-père Van Yu et celles de mon oncle Yu, devant la photo de Mamie Nonoï. Nous partageons un banquet végétarien avec les moines bouddhistes qui veillent sur les lieux, caries de tofu, rouleaux impériaux, beignets de champignons, pose de bambou, soupe piquante et une mystérieuse boisson, sorte de salse pareille, au goût de Coca-Cola. Voilà. Conclusion. Je finis par deux strophes qui sont la suite de mon cassala que je vous disais au début. Je suis Tuyorélie, tisseuse de soie. Par mes mots, je tisse des fils soyeux, résistants, souples et élastiques, qui relient les êtres ensemble et les sortent de l'isolement et de la désespérance. Mes mots magiques, alchimiques, renouent les filiations rompues, rétablissent les arbres généalogiques, les liens d'amour blessés à l'horizontale et à la verticale. Je mets du moelleux dans les cieux, de l'humide dans l'aride, je m'incline devant ma lignée, je la fais exister par des mots qui dansent sur le papier. Puis là, je finis par vous faire entendre la voix de mon père, qui a traduit en vietnamien un extrait de l'aéroport. Clément, c'est l'autre bouton. Ah. Mais par contre, ferme-le parce que ça va peut-être faire des... Ở Sài Gòn, tôi tịnh tâm với ba ở trong chùa. Trước cốt của ông nội Văn Liễu và của bác Huệ, trước hình của bà nội, chúng tôi chia sẻ tiệc chay với mấy thầy chùa.
chăm sóc nơi này. Cà ri tàu hũ, chả giò, nấm lăng bột chiên, măng xào, canh cải và một nước uống bí ẩn xá xị tương tự như Coca-Cola. Voilà. Merci.